En 1871, Charles Darwin démontre que l'homme est un primate qui s'est transformé au fil des générations. C'est un séisme scientifique, une blessure narcissique. L'humain n'est plus à l'image de Dieu. La mémoire attribue à Darwin la paternité de la théorie de l'évolution, mais la mémoire oublie un peu vite que les grandes idées ne naissent pas du hasard. L'histoire a oublié le frère aîné de Darwin. C'est un Français, Jean-Baptiste Lamarck. En 1809, l'année de naissance de Darwin, Lamarck pose deux lois essentielles de l'évolution. Premièrement, le milieu transforme les êtres vivants. Deuxièmement, ces transformations deviennent héréditaires. Un demi-siècle plus tard, Darwin reprendra ces idées et les mènera plus loin. Darwin naît en 1809, l'année de la publication du chef-d'œuvre de Lamarck, La philosophie zoologique. Darwin avait lu la philosophie zoologique et avait dit qu'il n'y avait trouvé rien d'intéressant. Et en même temps, Darwin, toute sa vie, utilise des exemples lamarckiens, entre guillemets. Ça veut dire l'usage d'un organe, les fortifie et les change. Donc, entre Darwin et Lamarck, qui est le plus lamarckien? Sous certains aspects, Darwin. Sous certains aspects, bien sûr. Darwin a été initié à Lamarck en 1826 pendant qu'il était étudiant. Il a lu Lamarck et il le cite une fois ou deux. Si Darwin cite peu Lamarck, c'est que Lamarck fait de la science comme on en faisait au XVIIIe. Finalement, le grand travail de Darwin, c'est de nourrir une théorie qui porte une partie de ses racines chez Lamarck, bien sûr, mais avec des faits nouveaux, de manière à être irréprochable. L'héritage de Lamarck est considérable. Avoir inventé une théorie générale du vivant qui explique la diversité par une généalogie passée, par des transformations passées, et inventer le mot biologie également, parce que le mot biologie n'existait pas avant Lamarck. On parlait plus d'histoire naturelle. En 1765, Jean-Baptiste Lamarck a tout juste 20 ans, il s'interroge. Comment expliquer le vivant dans son extraordinaire diversité? Il veut une grande théorie qui expliquerait tout. Il sent que c'est possible, mais il est désarmé. Son siècle a beau être celui des Lumières, la science balbutie. Les théories les plus folles sortent d'un peu partout. Les charlatans sont trop nombreux. Le soir, dans son laboratoire d'amateur, Lamarck classe ses cueillettes, observe des pierres, passe à la loupe des fossiles. Pas encore un savant, mais un curieux avec une intuition de génie. Il pressent que tout se tient dans la nature, que chaque élément interagit avec les autres. Elle n'est pas fixe, comme dit la Bible, mais elle évolue sans cesse, se transforme. Car la nature a le temps, écrit-il. Elle en dispose comme bon lui semble. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Lamarck, on lui doit l'idée fondamentale à laquelle on n'a pas renoncé, d'une grande transformation générale de la généalogie du vivant. Le transformisme généralisé, on ne l'appelle pas comme ça, mais on est toujours dedans en fait. Donc Lamarck essaye de théoriser le pourquoi un organe est amené à se transformer dans une espèce. C'est un programme de recherche qu'on continue aujourd'hui. Pour comprendre l'homme derrière le visionnaire, il faut remonter à ses origines. La vie de Lamarck est faite de silence et de légendes. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse, comme si l'histoire s'acharnait à brouiller les pistes. Il est un homme du Nord, né au milieu du XVIIIe siècle, à Bazentin-le-Bas, un petit village, aujourd'hui dans le département de la Somme. Yves Potard habite Bazentin. Il est un peu le gardien du temple de Lamarck. Pour lui, l'ombre qui entoure son héros vient de l'importance que la postérité a donnée à Darwin. Darwin lui a volé la vedette, c'est mon point de vue. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans les écoles, on ne parle pas de Lamarck, on parle surtout de Darwin. Évidemment, c'est un gros problème. Lamarck est né ici le 1er août
1744. Il faut imaginer qu'ici, à l'époque, c'était la maison de Jean-Baptiste Lamarck, sur ce périmètre-là, qui est représenté par des petits murs en briques. C'était d'une grande gentilhommière, à 2 étages, avec 5 fenêtres en façade au rez-de-chaussée et 5 autres fenêtres au premier étage. Un siècle et demi après la naissance de Jean-Baptiste Lamarck, la Grande Guerre a effacé toute trace de ses premières années. C'est un peu comme si le destin s'acharnait à faire disparaître son histoire. Il y avait déjà 3 frères plus âgés auxquels leur père avait acheté un office pour qu'ils puissent devenir officiers dans l'armée. Et donc il n'y avait plus d'argent dans la famille. On lui accorde seulement des études assez modestes d'ailleurs dans un collège jésuite de Picardie. Et dans sa famille, on l'appelle le petit abbé pour indiquer qu'il était destiné à revêtir l'habit ecclésiastique. Lamarck quitte Bazentin vers l'âge de 12 ans, en 1756. Chez les jésuites d'Amiens, il est un élève plutôt frêle, de petite taille. Il apprend au séminaire la tradition antique et quelques rudiments de science, 2 enseignements qui le marqueront durablement. L'histoire naturelle, il la découvre au collège des jésuites, qui disposait d'un véritable enseignement scientifique, bien que déjà quelque peu périmé, parce que les jésuites appréciaient surtout la philosophie de Descartes, ou l'enseignaient principalement, et non pas la méthode expérimentale qui s'était imposée depuis en particulier le grand Newton, au tout début du XVIIIe siècle. Après le séminaire, on retrouve la trace de Lamarck auprès des grandes familles de l'aristocratie du Nord. Pour faire la guerre à cette époque, il faut être noble, posséder son propre équipement et des lettres de recommandation. En 1761, le jeune Lamarck quitte Bazentin, à pied. Il n'a que 17 ans. Il n'est sans doute jamais revenu chez lui. Nous nous rendons au château de Monsieur de Lameth. C'est un descendant de la marquise de Lameth. Alors pourquoi? Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, qui était à l'école au séminaire, dès l'âge de 11 ans, désirait, comme ses frères, pouvoir entrer dans l'armée. Donc il désirait quitter absolument l'école des jésuites. 4 ans après, il quitte l'école, il apprend que son père est décédé. Et à ce moment-là, il insiste auprès de sa maman, Marie-Françoise de Fontaine de Chuniol. Il insiste pour partir à la guerre en Westphalie. Et sa mère s'y oppose complètement. Alors, dans des conversations familiales, la marquise de Lameth prend parti pour Jean-Baptiste et elle va influencer la maman de Jean-Baptiste et il va finir par obtenir l'autorisation donc de partir faire la guerre dans le nord d'Allemagne, à Fellinghausen. Bonjour monsieur, je suis ravi de votre connaissance. J'étais content de faire votre connaissance. Moi aussi. Écoutez, merci beaucoup monsieur de Lameth. Écoutez, je suis impressionné de franchir ce seuil. Je pense à Jean-Baptiste Lamarck qui, il y a un peu plus de 200 ans, a dû franchir ce seuil et pour rencontrer la marquise de Lameth, qui lui proposait de partir, de financer son départ en lui confiant un cheval et un équipement pour aller à la guerre à Fellinghausen. Ça a dû peser dans sa pensée aussi, parce qu'il a vécu des horreurs terribles. Notamment, par exemple, on cite un exemple, un officier qui était à côté de lui, à cheval, a eu la tête emportée par un boulet. Et donc, Lamarck, malgré tout, Lamarck s'est montré extrêmement courageux puisqu'il a tenu une position avec des hommes. Il n'y avait plus aucun officier. Une fois enrôlé sous le nom de chevalier de Saint-Martin, Lamarck fait preuve d'un courage exceptionnel. Nous sommes en juillet 1761. La guerre de 7 ans est une sorte de guerre mondiale. On se bat en Westphalie, mais aussi en Amérique. La France est opposée aux Autrichiens, à l'Angleterre et à la Prusse de Frédéric le Grand. Le 30 septembre, l'armée des Français est battue.
à Willinghausen. La guerre a provoqué plus de 600 000 morts parmi les civils et les soldats. En 1763, Lamarck est affecté au service des ports en tant que sous-lieutenant des grenadiers. Il part à Toulon. C'est un nouveau tournant dans sa vie. Sous ce climat méditerranéen qu'il ne connaissait pas, il se passionne pour la flore locale. Et il demande d'ailleurs à ses frères un exemplaire du livre de Chaumel qui lui permet d'identifier les différentes espèces locales. Et il constitue son herbier à partir des spécimens qu'il collecte lui-même dans les milieux naturels environnants. Il était formé, comme pas mal de ses contemporains, à travers la lecture. La lecture d'ouvrages encyclopédiques, par exemple, que tout le monde utilisait pour procéder à des compilations autonomes. Il avait l'ambition de participer au grand débat philosophique, philosophie matérialiste de la nature, bien sûr. Donc c'était un autodidacte dans plusieurs domaines, brillantissime, mais timide, mais aux rapports sociaux difficiles. Vers 1775, Lamarck se trouve à Paris. En compagnie de Jean-Jacques Rousseau, il se rend dans les grandes forêts des environs. Les deux hommes enrichissent leur collection de plusieurs centaines de spécimens. Auprès de Rousseau, Lamarck acquiert une vision philosophique de la nature. Il la gardera jusqu'à la fin de sa vie. Quand il arrive à Paris, il y a un intérêt très répandu pour la botanique. Jean-Jacques Rousseau avait rendu, la recherche des plantes, l'observation des plantes à la campagne, une grande mode, un grand phénomène culturel des élites parisiennes et françaises. Et il essaye de se faire remarquer lui aussi. Par ailleurs, il est aussi musicien. Il joue lui-même. Donc c'est un homme qui s'occupe de pas mal de choses, comme pas mal de ses contemporains, à la recherche d'une place au soleil, à la recherche de se faire remarquer. Lamarck jouera du violoncelle jusqu'à ses dernières années. Nul ne sait comment il a appris à jouer de cet instrument. Il est une sorte de surdoué, un touche-à-tout qui évolue dans l'environnement des grands savants de l'époque. À côté des sciences naturelles, Lamarck s'intéresse à la musique, mais aussi à la physique, à la chimie, à la météorologie et même à la psychologie. Au milieu des années 1760, il joue beaucoup de violoncelle, il travaille dans une banque et il collectionne à la fois donc, les plantes qu'il collecte lui-même et les coquillages, en particulier les coquillages fossiles, dont il semble avoir une collection tout à fait estimable, importante, au point d'ailleurs qu'il semble faire partie du commerce. Il y avait tout un trafic de ces pierres rares et précieuses sur la place de Paris en raison de la mode qui existait chez les aristocrates pour tout ce qui était cabinet de curiosité, collection botanique, zoologique, etc. Dans les années 1770, l'ambiance est extraordinaire parce que Paris est l'une des plus grandes villes du monde. C'est une capitale scientifique de renom. Les gens viennent y faire leurs études de partout en Europe et même parfois aussi des Amériques. On y trouve les meilleurs spécialistes dans à peu près tous les domaines. Bon, Lavoisier est en train de révolutionner la chimie, avec notamment la synthèse de l'eau. Les Jussieu illustre évidemment la botanique en osant remettre en cause ce qu'avait affirmé Linné, qui était déjà un grand champion de la classification. Donc c'est vraiment le lieu où il faut être, en particulier rive gauche, le quartier latin, entre l'Académie des sciences, dont certaines séances sont publiques, et le Jardin du Roi, qui offre de nombreux cours, et pas seulement d'histoire naturelle, d'ailleurs pas seulement de botanique et de zoologie, mais aussi en chimie, en minéralogie et dans ce qu'on va bientôt appeler la géologie.
Lamarck est un ambitieux qui rêve de réussir. Parti de Bazentin quelques années plus tôt, il veut se tailler la part du lion, réussir en tant que botaniste. Et pour y parvenir, il faut se faire remarquer d'une immense figure de la société scientifique, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, intendant du Jardin du Roi. Un proche de Louis XVI, académicien, il est un homme des Lumières. Buffon et les ouvrages de Buffon sont énormément connus en France et en Europe. C'est un best-seller. Il y a des éditions pirates, etc. Et il y a pas mal de gens qui essayent d'imiter Buffon, d'écrire comme lui. Il était un maître de style. Tout le monde s'inspire de Buffon. L'époque est aux amateurs, ce sont souvent eux les vrais savants. Mais Lamarck vise plus haut. Il a déjà publié quelques études qui n'ont pas convaincu. Cependant, Buffon le remarque. La prochaine étape pour Lamarck est de pouvoir vivre de la botanique. Il y a très peu de postes professionnels. Le Jardin du Roi est à peu près la seule structure où on puisse éventuellement avoir un salaire pour vivre de la recherche à cette époque-là. Et d'ailleurs, ça va être un problème pour Lamarck. C'est pour ça que Buffon va le nommer gardien de l'herbier du roi, ce qui ressemble un peu à un emploi fictif pour permettre à Lamarck d'avoir une situation salariale. Lamarck est embauché par Buffon parce qu'il est devenu un grand classificateur, le meilleur de sa génération. En la matière, il innove et devient un savant incontournable. Nous avons ici un essai de division naturelle des animaux. Dans les premiers documents, on voit 9 classes et dans les deuxièmes, 10 classes. Donc, ce sont 2 divisions, 2 systèmes de classification qui font état du parcours de Lamarck. Ici, il s'arrête à 10 classes, mais il va arriver jusqu'à 14. Donc ici, nous avons des évidences du travail quotidien de Lamarck. Tout à fait. C'est qu'il faisait jour après jour. Le Muséum national d'histoire naturelle a conservé ce que Lamarck a patiemment collectionné durant sa carrière. Un véritable trésor conservé dans un lieu un peu secret. Il y a dans ces rayonnages l'herbier de Rousseau, ceux des frères Jussieu, côte à côte, témoins d'un âge d'or des sciences naturelles qui n'ont fini pas de servir aujourd'hui. Voilà, là nous sommes dans la partie des herbiers historiques de la collection du muséum. Partie des herbiers qui contient l'herbier Lamarck, 19 000 spécimens, qui est un herbier toujours revisité, réactualisé. On voit qu'il y a beaucoup de dépassants avec des informations. Et c'est une chose importante dans ces collections anciennes, c'est qu'on se dit, bon, c'est une collection ancienne, donc il n'y a plus qu'à la laisser là, puis terminer. Et non, c'est une collection qui sert. On peut aller la voir sur la paillasse, là, on verra un peu plus de quoi il s'agit. Cet herbier qui est là, à la jointure du 18e, 19e, a un double intérêt. D'une part, il nous permet de savoir comment les botanistes ont travaillé, quels sont a posteriori les caractères qu'ils ont utilisés pour déterminer les plantes, quelles sont aussi les plantes qui leur ont été léguées, donc essayer peut-être de reconstituer le réseau de correspondants qu'ils pouvaient avoir. La deuxième chose aussi pour ces plantes dans ces collections anciennes, c'est qu'en les revisitant, on peut avoir une idée de la distribution à un temps T dans une époque donnée. Et ça, c'est une reconstitution éventuellement qui peut servir au mouvement de l'environnement, se dire, bah, tiens, à telle époque, il y avait cette plante-là, est-ce qu'on peut aller la chercher encore maintenant ou est-ce qu'elle a disparu? Donc tout ça, c'est des informations qu'on peut tirer des collections, d'autant que dans un premier temps, elles ont été numérisées, c'est-à-dire photographiées, et dans un deuxième temps, les données des étiquettes ont été informatisées et on peut les collationner et les croiser maintenant avec l'ensemble des collections, que ce soit les collections anciennes ou les collections récentes qui sont juste rangées à côté. Avant la Révolution, la botanique est une science majeure. Lamarck a visé juste. Le roi lui-même porte à la boutonnière une fleur de pomme de terre. C'est dire que le politique a les yeux rivés sur cette discipline. De son travail colossal sur la flore, Lamarck va tirer un livre, Flore française,
le succès est immédiat. Alors l'histoire de ce livre, c'est quand même au départ un défi. Il s'est perfectionné pendant des années pour reconnaître les plantes en plein champ. Donc Lamarck sait identifier la plupart des plantes communes. Et il dit dans ses conversations au Jardin du Roi, en dehors des cours, que justement une méthode par choix successif de catégories. Est-ce qu'il s'agit d'une plante qui a des corolles et des pistils séparés? Combien y a-t-il de pétales, etc. On peut, par une série donc d'aiguillages successifs, assez facilement trouver de quelle plante il s'agit. Il est mis au défi par ses camarades et adversaires au Jardin du Roi, et cela donne la flore française, qui présente aussi un autre gros avantage aux yeux de Buffon, c'est d'être écrit en langue française et non pas en latin. Et c'est là que Buffon obtient pour lui des soutiens institutionnels, notamment le comte d'Angivillers, qui est responsable des bâtiments du roi, et aussi des soutiens financiers pour le lancement de son propre livre. Et puis ensuite, il est élu à l'Académie des sciences par une intervention directe du roi Louis XVI. C'est d'ailleurs la dernière dans l'histoire, puisque ça suscite un scandale dans ce petit milieu qui fait qu'après cela, le roi s'engage à ne plus intervenir dans les institutions académiques. La Révolution française approche. Dans le royaume, les famines agitent le peuple. Les savants vivent dans un petit monde qui se limite aux salons académiques. Lamarck n'est pas riche. Marié, père de famille, il loge dans une soupente non loin des jardins du roi. On sait qu'il est sensible au sort du peuple. La science de cette deuxième moitié du XVIIIe siècle a de vastes chantiers devant elle. Une question fondamentale se pose, l'âge de la Terre. 6000 ans, dit l'Église, c'est-à-dire à peine plus que les pyramides d'Égypte. Buffon avance 75 000 ans et plus. Pour l'époque, c'est déjà un grand progrès. C'est irrecevable pour les théologiens de la Sorbonne. Et en 1751, les théologiens convoquent Buffon, parce qu'en 1749, il a osé publier Un âge de la Terre qui était inconcevable pour le texte sacré. Et on a demandé à Buffon de récuser 12 points de ses écrits sur les origines du globe. Buffon, en fait, fait éclater la chronologie biblique de l'âge de la Terre. Et ça, évidemment, c'est très important pour qu'on puisse imaginer une théorie de l'évolution des espèces. Si la Terre a 6000 ans, c'est impossible que les espèces se soient transformées pour donner la diversité actuelle. Et en fait, Buffon avait déjà, bien avant Lamarck, proposé ce qu'on appelait à l'époque une théorie de la Terre. Il imaginait que la Terre était à l'origine une sphère en fusion. Et il avait calculé, par un modèle analogique, le refroidissement progressif de cette sphère en fusion pour arriver à l'état actuel. Et donc, il avait imaginé que la Terre, éventuellement, puisse avoir plusieurs millions d'années. Et Lamarck va poursuivre dans cette voie-là, et Lamarck va aller en fait beaucoup plus loin que Buffon. On pourrait presque dire que Lamarck est un éternaliste. Pour lui, le temps est une quantité illimitée dans la nature, et à partir de ça, vous avez un point de départ très solide pour penser l'évolution des espèces. Dans les années qui précèdent la Révolution, Lamarck passe encore le plus clair de son temps à s'occuper de botanique dans les jardins du roi. Certaines variétés sont rarissimes. Elles proviennent de pays lointains. La botanique est une des rares sciences dont on peut voir aujourd'hui des sujets d'études vivants. Nous sommes devant le Sophora du Japon. C'est un arbre qui a été planté au XVIIIe siècle, vers 1745. Voilà, il est là depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que Lamarck l'a connu quand il arrive au Jardin des Plantes vers 1780, appelé par Buffon, qui en est alors l'intendant. Il a vu cet arbre. Il reste quelques bâtiments qui datent du temps de Lamarck. La ménagerie qu'on connaît aujourd'hui ne sera ajoutée que durant la Convention, en 1793.
Il faut imaginer qu'alors tout est exotique dans cette sorte de paradis du naturaliste. Les animaux vivants en sont encore absents. Les collections d'animaux, en fait, sont des collections d'animaux morts, sous forme de dépouilles, d'animaux naturalisés, de coquilles, etc. Et c'est toujours très compliqué de garder les animaux vivants. Alors, où sont les animaux exotiques au XVIIIe siècle? Ils sont dans les ménageries royales. On se fait offrir des rhinocéros, des girafes, des lions, des tigres. Ce sont des curiosités. Ils sont aussi dans les cirques, avec les ours et quelques fauves. Alors évidemment, l'accès aux animaux sont très compliqués, très difficiles au XVIIIe siècle. Enfin, tant qu'on est avant la grande époque des empires coloniaux et avant la marine à vapeur, même l'arrivée des plantes exotiques est compliquée. Faut imaginer qu'on traverse les océans à la voile. Et si l'eau vient à manquer, quand on a ramené des plantes vivantes, on la donne d'abord aux marins et après aux végétaux. Donc avoir des animaux exotiques ou avoir des plantes exotiques est une gageure absolument incroyable jusque dans les années 1830-40, avant l'installation de la marine à vapeur. Lamarck, le botaniste, a légué un héritage important. Aujourd'hui, son nom est inscrit dans des paysages. Dans le nord de la France, l'abbaye de Valloire consacre un jardin à l'auteur de Flore française. Gilles Clément, botaniste et paysagiste, a conçu cet espace comme un hommage vivant à l'enfant de Bazentin. Donc c'est dessiné comme ça. Là se trouvent les végétaux les plus anciens. Des végétaux ici qui sont d'une évolution plus récente que celle-ci. Là, on a les ginkgo biloba, les prêles, les fougères et ainsi de suite. Et ça finit par 3 espaces qui sont comme ça, 3 chambres, qui ont marqué quelque chose dans son histoire à lui, la biologie, la géologie et la météorologie. Le mot à l'époque n'existait pas forcément. Ici, c'est des roches qui se délitent, qui finissent par faire un sol. Quand j'ai été confronté à ce sujet qui m'a beaucoup passionné, Lamarck est né pas très loin, dans cette région, ça justifiait le fait qu'on fasse quelque chose en son honneur. Je me suis penché sur des éléments qu'il a lui-même développés et qu'on peut trouver dans ses œuvres. La façon de faire un herbier, ça m'a été utile et ça vient de Lamarck. Et ça a été transmis, en ce qui me concerne, par un professeur merveilleux qui était notre professeur de botanique quand je faisais des études d'ingénieur. On savait comment faire, comment remettre les végétaux dans le système de classification à partir du diagramme floral. Comment on regarde une fleur en se disant tiens, ça appartient à tel groupe et ça à une autre et ainsi de suite, quoi. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça parce que c'était en honneur de cet homme que j'admire, quoi. Mais je trouvais que de toute façon, c'était beaucoup trop petit pour lui, pour l'honorer. Il aurait fallu la totalité de l'espace du jardin de Valloire ou la totalité du jardin des plantes. Hein. On y va, pourquoi pas, hein. Franchement, il le mérite. 14 juillet 1789. Un monde ancien s'effondre, celui des privilèges de la noblesse et du clergé. Lamarck, le petit noble venu du Nord, se trouve malgré lui pris dans le grand mouvement de la Révolution. Il risque de tout perdre à cause de sa condition d'aristocrate. Son grand protecteur, le comte Buffon, est mort 2 ans plus tôt. Lamarck est un naturaliste très connu. Il a 45 ans. C'est compliqué d'être un noble en restant sur le territoire français, et puis surtout quand les différentes institutions scientifiques sont démantelées. Lamarck se retrouve privé de ses revenus. Il perd aussi ses épouses en 1792, il se remarie l'année d'après, et sa deuxième épouse meurt à nouveau en 1797. Donc c'est une période d'épreuve, c'est une épreuve de difficulté où il doit se battre, mais c'est aussi une époque d'opportunité. Parce que dès le début, Lamarck s'est engagé aux côtés de la Révolution. Il est favorable à l'égalité civile. On dit qu'il a brûlé son arbre généalogique après la nuit du 4 août.
Et il semble connu dans son quartier comme un patriote. Ce qui explique qu'il, sans doute, qu'il n'ait pas été inquiété par les Jacobins, mais au contraire qu'il ait été respecté et tout de suite introduit dans le Muséum national d'histoire naturelle, c'est-à-dire l'institution qui fait suite au Jardin du Roi, détruit et transformé dans cette nouvelle institution nationale. Lamarck est le seul des nouveaux professeurs en 1793 qui ne l'était pas sous l'Ancien Régime. Le temps de la Révolution, c'est aussi pour Lamarck un moment d'intense activité. Il s'intéresse aux grands phénomènes naturels. La géologie tout d'abord. Certes, il est un collectionneur de minéraux, mais comment expliquer les montagnes et les vallées? Sur ce sujet, il a une théorie, l'hydrogéologie, c'est-à-dire qu'il place l'action de l'eau au centre de sa théorie sur les sols. Très vite, en fait, son système général explicatif va prendre une ambition maximale, puisqu'il va vouloir produire une physique terrestre, par opposition évidemment avec la physique des corps célestes. Cette physique terrestre, elle va être composée dans son schéma général de trois grandes sciences. La météorologie, c'est-à-dire la compréhension des phénomènes atmosphériques, l'hydrogéologie, la compréhension de la façon dont les fluides sculptent l'écorce terrestre, et la biologie, où il s'agit de comprendre comment d'autres fluides viennent au cours des temps géologiques sculpter la structure des êtres vivants. Il réalise une première classification des nuages, qui ne manque pas d'intérêt. Il s'intéresse principalement à l'influence de la Lune sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la circulation des dépressions, en fait, au-dessus de notre pays. Il est persuadé qu'il existe un rythme cyclique dans la réapparition du beau temps et des périodes de pluie. Et c'est pour ça qu'il pense automatiquement aux planètes, donc principalement à la Lune et au Soleil. Il en déduit tout un tas de principes, tous plus compliqués les uns que les autres, dans une série d'almanachs qui rencontrent d'ailleurs un certain succès populaire, l'encourageant donc à publier chaque année un volume des observations météorologiques effectuées et des prévisions attendues. Le 10 novembre 1799, Napoléon Bonaparte met fin à ce que fut la Révolution. Le consulat change le pouvoir. Bonaparte prend sous sa coupe les scientifiques. Grâce à ses travaux sur la météo, Lamarck va obtenir le soutien du premier consul. Désormais, l'ambition du savant le porte dans les sphères proches du pouvoir. On est vers 1800-1801. Il obtient effectivement le soutien du premier consul, Napoléon Bonaparte, pour demander au préfet, maintenant installé dans chaque département, des rapports circonstanciés, en particulier des médecins, parce qu'à l'époque, ce sont beaucoup les médecins qui s'intéressent à l'influence des masses d'air sur la santé. Et des bonnes âmes qui sont prêtes à collecter des informations à la même heure chaque jour, les températures, les précipitations, la nébulosité, et qu'ils collectent ainsi des différentes parties du territoire français. En 1793, Lamarck obtient une chaire de professeur. Les animaux sans vertèbres, c'est-à-dire les insectes, les araignées, les vers et les mollusques, des bestioles dont personne ne veut. Lamarck va se remettre au travail avec les mêmes méthodes de classement qui ont fait sa réussite pour les végétaux. Il veut écrire un nouveau livre à l'image de ce que fut Flore française. Une sorte de somme qui traiterait du monde vivant dans son ensemble. Il pense à un instant à un titre, biologie, puis il choisit philosophie zoologique, fidèle à une conception de la science propre aux philosophes comme Jean-Jacques Rousseau. Mais qu'importe le titre au fond, il vient de poser une nouvelle discipline, la biologie. La biologie, c'est pour Lamarck la science des phénomènes propres aux vivants. C'est vraiment ça qui est fondamental. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas réduire les êtres vivants à des machines intégralement, parce que sinon la biologie c'est de la physique ou de la chimie. Il introduit la variable temps dans ses réflexions.
C'est le temps qui lui permet de penser la spécificité du vivant sans avoir besoin d'une force vitale. Et ça, c'est un raisonnement en fait, qui est toujours central actuellement dans la théorie de l'évolution. Et donc, si la théorie moderne de l'évolution doit quelque chose à Lamarck, c'est ça. C'est d'avoir compris que la complexité des vivants, elle s'explique sans faire appel à d'autres forces que la physique et de la chimie, mais en se donnant la durée des temps géologiques. Son trait de génie, il est là, et il se déploie dans plusieurs centaines de pages. Dans Philosophie zoologique, Lamarck pose 2 lois fondamentales de l'évolution. Il écrit « Dans tout animal qui n'a point dépassé le terme de ses développements, l'emploi le plus fréquent et soutenu d'un organe quelconque fortifie cet organe, le développe, tandis que le défaut constant l'affaiblit, le détériore et finit par le faire disparaître. Autrement dit, le milieu transforme les individus. » Il pose ensuite une seconde loi. Tout ce que la nature fait acquérir ou perdre aux individus, elle le conserve par la génération aux nouveaux individus qui en proviennent. Dit avec des mots d'aujourd'hui, les transformations deviennent héréditaires. Lamarck prend l'exemple des canards pour expliquer son mécanisme, le mécanisme qu'il va tenter de mettre en place et de généraliser. C'est au motif que les individus fournissent des efforts pour subvenir à leurs besoins, que ce faisant, ils renforcent l'organe stimulé. Comme par exemple, le canard, à force de tenter de nager avec ses pattes arrière, en flottant, va stimuler la membrane interdigitale de ses doigts, et cette membrane va se renforcer, le renfort va être transmis à la génération suivante, et de génération en génération, cette membrane va s'étendre jusqu'à voir aujourd'hui une patte palmée de canard. On voit bien que quand on stimule un muscle, ce muscle se renforce. Et donc, par des constats observés, Lamarck va tenter de généraliser l'explication de l'adéquation entre les formes et les fonctions dans la nature. Un demi-siècle plus tard, les 2 lois de l'évolution énoncées par Lamarck seront reprises par Darwin. Pour mieux se faire comprendre, le Français utilisait l'exemple des girafes, dont le cou aurait poussé au fil des générations afin d'atteindre les feuilles les plus hautes des arbres. Darwin ne dira pas le contraire. Ainsi va la science. Lamarck n'aura finalement pas de chance avec l'empereur. Ses prédictions météo ont fichu en l'air une fête organisée par Napoléon. Il avait prédit le soleil, il a plu. Napoléon est furieux et va se venger. Lors de la présentation de Philosophie zoologique devant l'Académie des sciences, l'empereur humilie Lamarck en refusant l'exemplaire que le savant lui offre. À partir de ce moment, l'enfant de Bazentin s'enferme dans une image de marginal céleste, pauvre et dans la détresse. Une légende qui sera tenace. Lamarck a construit son propre mythe du savant isolé, méprisé, mais surtout vis-à-vis de la communauté scientifique. En revanche, il a beaucoup publié dans des dictionnaires. Il a ouvert ses cours à de nombreux futurs médecins et pharmaciens. Donc il était largement connu chez les nouvelles générations qu'il a formées au Muséum et dans une sorte de grande opinion scientifique qui se développe largement au XIXe siècle. Donc c'est vrai que Lamarck a joué sur ce registre du savant pauvre, isolé, méprisé, mais ça n'est pas tout à fait exact. Il gagne, oui, autour de 8 000 francs par an, c'est-à-dire 8 fois plus qu'un ouvrier spécialisé. En ces années du début du XIXe siècle, Lamarck aborde les 60 ans. Il est perçu comme un homme vieux, mais son travail incessant le conduit à élargir encore ses recherches. Les invertébrés l'occupent à faire des classements inédits. Il isole certaines espèces, invente de nouvelles familles. Son travail colossal va donner un nouveau livre, capital, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, des milliers de pages de descriptions méticuleuses, une somme sans égale. Christine Rollard est enseignante-chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle. Elle est l'une des héritières de Lamarck. Sa spécialité, les araignées.
environ 50 000 espèces à travers le monde, 1700 rien que pour la France. Je fais des comparaisons de certaines, comme celle-ci, avec ce que j'ai dans les collections pour essayer de voir si ça correspond à la même espèce, avec un certain nombre de caractères. Quand je suis arrivée ici il y a 33 ans, un des éléments qui m'a vraiment marqué, c'est ce côté historique, justement. Cette imprégnation, en fait, de tous ces, voilà, de tous ces scientifiques qui ont travaillé là, qui ont apporté des éléments. Jean-Baptiste Lamarck, c'est quand même celui qui a séparé les arachnides des autres éléments, et je trouve ça vraiment super. C'est une base qui était très importante pour la classification. Quand on fait l'histoire de l'évolution et quand on fait l'histoire de la classification, c'est une des personnes qu'il est nécessaire pour moi de citer, puisque c'est quand même voilà, par ces observations qu'on a quand même réussi à faire quelque chose de beaucoup plus détaillé par rapport à des groupes zoologiques. Les découvertes de Lamarck, il faut les imaginer sans nos outils actuels. Pas d'analyse ADN, pas de microscope électronique. Le naturaliste n'a que sa loupe et un microscope rudimentaire. Des instruments qui font souffrir les savants au point de les rendre aveugles. Lamarck perdra la vue quelques années avant sa mort. C'est à ce prix-là qu'il a pu observer les invertébrés et qu'il a pu écrire son histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Son histoire naturelle des animaux sans vertèbres devient le livre de référence publié à travers tout le début du XIXe siècle pour plus d'un siècle. En particulier parce que c'est lui le premier qui donne le fameux double nom latin à toutes ces espèces fondamentales qu'il présente aussi dans ses collections. Voilà, histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Lamarck est le père fondateur de la classification des invertébrés. C'est le premier qui a, je dirais, organisé, structuré la classification des malacos, des mollusques. Voilà, ce sont les trigonies. C'est un exemplaire de Lamarck, nommé par Lamarck. Lamarck a nommé celle-là Trigonia navis. Donc c'est un fossile pareil du Jurassique. Et Lamarck est tombé en arrêt devant celle-ci, qui est une trigonie ramenée du sud de l'Australie. Donc Lamarck a vu tout de suite que ça et ça s'étaient apparentés. Et d'ailleurs, je dirais 200 ans plus tard, les trigonies d'Australie restent des exemples classiques, on va dire, de fossiles vivants. Au début du XIXe siècle, les fossiles sont l'un des problèmes majeurs pour les naturalistes. Comment décrire l'évolution de ces animaux de pierre? À la différence de Darwin, qui 50 ans plus tard intégrera à sa théorie la disparition des espèces par la sélection naturelle, Lamarck refuse d'admettre que ces animaux ont définitivement disparu. Dans la théorie de l'évolution de Lamarck, les êtres vivants se transforment tout le temps, selon un patron prédéterminé à peu près constant. Et donc ça implique qu'il ne puisse pas y avoir d'êtres fossiles qui soient radicalement différents des êtres de la nature actuelle. Et donc pour lui, trouver des fossiles qui n'ont pas d'analogue, pas d'équivalence, c'est un vrai problème scientifique. En ce qui concerne les fossiles, il pense que tous les fossiles sont vivants. Je m'explique. Les ammonites sont très anciennes, mais pour Lamarck, elles sont encore vivantes au fond des océans. Est-elle une idée bizarre? Jusqu'à un certain point, parce que on trouve à l'époque, 1802-1803, on trouve à l'époque en Australie des invertébrés marins vivants qu'on trouve seulement fossiles en Europe. Et donc Lamarck dit, voyez, j'avais raison. C'est sur cette question des fossiles qu'une querelle de scientifiques se cristallise. Lamarck doit affronter un jeune savant qui a les faveurs de la cour et des puissants. Georges Cuvier. Les deux hommes se connaissent bien, ils se sont allègrement copiés l'un l'autre, mais Cuvier est déjà d'un autre siècle.
il vient de fonder la paléontologie. Sa théorie est radicalement différente de celle de Lamarck. C'est une relation complexe, antagoniste bien sûr. Quand Cuvier postule pour un poste, quand il est jeune, en 1995, Lamarck donne un avis défavorable en disant que Cuvier est trop qualifié pour le poste. Cuvier n'avait pas apprécié. Cuvier accuse Lamarck d'avoir piqué sa classification des invertébrés sans trop les reconnaître. C'est partiellement vrai dans le sens que Lamarck reconnaît la grande habileté de Cuvier, l'anatomiste, et adopte pas mal de coupures taxinomiques que Cuvier avait proposées. Cuvier déteste chez Lamarck l'homme qui touche à tout. Déteste chez Lamarck l'esprit philosophique que Lamarck considère le plus important dans son ouvrage. Cuvier, souvent, attaque Lamarck en les rendant complètement semblants aux grands amateurs de l'époque. Il l'accuse, en bref, d'être un amateur. Et ça, c'est difficile parce qu'il est un collègue au muséum. Il est un collègue à l'Académie des sciences. Cuvier pose une vraie question, un défi tout à fait remarquable à Lamarck, c'est de lui administrer des preuves de l'évolution, et en particulier des preuves paléontologiques. Montrez-moi, écrit-il dans ses articles et dans ses livres, montrez-nous des intermédiaires. Puisque vous nous dites que l'ensemble de la vie sur Terre s'est transformé, vous devez en avoir des preuves. Moi, ce que j'observe, dit Cuvier, c'est que les espèces fossiles sont toutes différentes des espèces actuelles que nous connaissons sur Terre. Donc, voilà, c'est un défi et Lamarck ne l'a pas véritablement relevé. Cuvier, c'est la science du 19e siècle, celle qui se spécialise et met la preuve au centre de tout. Il privilégie l'importance de la modernité scientifique, mais n'échappe pas lui aussi au postulat théorique. Lamarck s'appuie sur le transformisme et nie la présence de Dieu. Cuvier préfère le fixisme. Cuvier était un fixiste, ça veut dire que toutes les espèces avaient été créées par Dieu, en une fois. Voilà. Et donc, on ne passait pas de l'une à l'autre, puisque Dieu les avait créées séparées. Voilà. Notre sympathie va à Lamarck, à la fois au plan scientifique, bon, et puis parce que, je dirais, dans le pot de terre contre le pot de fer, où va la sympathie? Elle va au pot de terre, et Cuvier, avec une morgue, a utilisé tout son pouvoir, etc., pour écraser et marginaliser Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck meurt le 19 décembre 1829. Il est enterré dans une fosse commune car une épidémie de choléra fait rage. Il n'est ni pauvre, ni oublié. Au Royaume-Uni, Charles Darwin, lui, est devenu un héros national, vénéré au point d'être enterré à l'abbaye de Westminster, à côté d'un autre génie, Isaac Newton. À jamais, Darwin reste celui qui a remis l'homme à sa juste place dans le règne animal. En 1909, une statue à la gloire de Lamarck est inaugurée à l'entrée du jardin du Muséum national d'histoire naturelle. Le président de la République, Armand Fallières, vient en personne rendre l'hommage de la nation au grand savant. La France est alors un empire rival du Royaume-Uni. Lamarck, le français, est instrumentalisé comme l'anti-Darwin, Darwin le britannique. Au dos du monument, une phrase est gravée. « La postérité vous admirera, elle vous vengera, mon père ». Des mots de la fille même de Lamarck. Hélas, l'enfant de Bazentin n'a toujours pas la reconnaissance qu'on lui a promise. Lamarck nous cède en héritage les premières interrogations sur l'écologie, l'avenir même de l'humanité. Il reste à jamais l'un des plus grands philosophes de la nature, celui qui place l'homme devant ses responsabilités. Un visionnaire. L'homme, en détruisant partout les grands végétaux,
qui protégeait le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues et stériles, inhabitables et désertes. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable.